Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là par ce temps maghrébin. On va faire une présentation un peu synthétique de ce livre blanc qui est donc à votre disposition juste à côté de la tribune, comme j'ai dit, et qui vient donc juste d'être publié à la suite d'un an et demi de réflexion et de travail en fait entre différents collègues. Donc, je suis Choukri Med, je suis professeur de sociologie à l'université Paris-Cité à partir du 1er septembre 2023 et également directeur adjoint du GIS Moyen-Orient Monde Musulman. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je co-dirige avec Antoine Perrier, qui est à ma droite, chargé de recherche au CNRS, affecté au centre Jacques Berck au Maroc, à partir du 1er septembre également, le chantier prioritaire Maghreb 3D, qui est en fait un chantier prioritaire qui a été mis en place lors de la mandature précédente du GIS, notamment impulsé par Éric Vallet. 3D comme 3 décloisonnements à la fois disciplinaires, géographiques et linguistiques. Alors d'où vient cette idée de ce livre blanc sur les études maghrébines, un énième livre blanc, dirait-on, ou pourrait-on faire un autre livre blanc après le livre blanc, celui de Catherine Mayer-Jaouen, qui est ici au troisième rang, et que je remercie pour sa présence, également pour la présence de toutes et tous, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs paradoxes en ce qui concerne les études maghrébines, au moins 4 paradoxes, c'est là qu'on est parti. Le premier, c'est que le Maghreb est à la fois très présent dans l'actualité française régulièrement, souvent sous l'angle de l'immigration, comme on l'a vu récemment dans le cas de ce qu'on appelle les émeutes urbaines, ou dans l'actualité internationale, comme pour les printemps arabes de 2010-2011 ou le Hirak algérien. Il est également ce Maghreb très dynamique en termes de recherche dans le champ académique, mais en même temps c'est un champ à la fois disséminé et surtout peu enseigné. Il y a peu de cours de licence et de master, et surtout pas de cursus de master qui soit dédié au Maghreb en France. Deuxième paradoxe, c'est qu'il y a une forte demande sociale en raison de ce qu'on appelle les liens profonds de la France avec le Maghreb, et en même temps une très forte délégitimation de celui-ci comme objet d'étude au profit notamment du Moyen-Orient, dans le champ des recherches aréales, alors que les recherches sur les mondes arabes et musulmans, comme on voudra les appeler, sont connues ailleurs dans le monde, et notamment aux États-Unis, sous la dénomination MENA, Middle East and North Africa. En France, le GIS, consacré à cette ère culturelle, omet le Maghreb dans sa dénomination même, puisque c'est le GIS Moyen-Orient et monde musulman, et pas Maghreb, Moyen-Orient et monde musulman. Et de cette délégitimation, d'une certaine manière, omission, pourrait-on dire, la stigmatisation du Maghreb comme objet renvoie aussi à la stigmatisation des populations maghrébines en France, ou là-bas d'ailleurs, qui rejaillit donc sur les chercheurs et sur leurs objets. Le troisième paradoxe, c'est que c'est un champ, comme j'ai dit, académique dynamique en SHS, qui est très dense, mais qui n'a pas de structure propre. Il n'y a pas d'unité mixte de recherche, ni de société savante, ni de laboratoire consacré au Maghreb lui-même. Et enfin, quatrième paradoxe, c'est on constate depuis quelques décennies maintenant une arabisation des sciences sociales au Maghreb, et de l'autre côté, une recherche française qui reste pour l'écrasante majorité francophone, et ce qui crée donc des déconnexions entre les recherches effectuées sur le Maghreb au Maghreb et les recherches effectuées sur le Maghreb en France. De tout cela, il en découle que la position privilégiée de la recherche française en Tunisie, au Maroc et en Algérie est aujourd'hui menacée aussi par la concurrence des institutions anglophones ou germanophones, comme l'a notamment montré le cahier du GIS numéro 1, qui a été rédigé par Élise Massicard, Marielle Morin et Éric Vallet sur les centres de recherche américains et européens au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie centrale, et publié, qui est en ligne d'ailleurs sur le site du GIS en janvier 2022.
Alors de tout cela, donc de ce constat qui a été partagé par un certain nombre d'entre nous, est née l'idée de faire un bilan objectif de ces recherches, qui ne soient pas fondées en réalité sur des prénotions ou alors des idées préconçues ou des espèces de d'impressions, on pourrait dire, qu'on pourrait tirer d'une connaissance indigène du champ, mais plutôt d'une enquête sociologique, si on peut dire, à partir donc de ce quadruple constat paradoxal. L'objectif, donc les objectifs du livre blanc sont bien d'abord le fait de se dire donc d'objectiver un peu ce champ, s'il en est d'ailleurs. Est-ce que c'est un champ? C'est une question. On s'est posé la question hier dans le cas de l'islamologie. On peut la poser aussi dans le cas des études maghrébines. Et également formuler des recommandations à partir des propositions des collègues. Donc, à partir de septembre 2021, j'ai constitué un groupe de travail avec plusieurs collègues dont certains sont ici et je leur remercie. Il y avait donc Dominique Valérian qui s'excuse et qui n'est pas là, Katia Boisevin, Malika Assam qui est à ma gauche, Malika Rahal qui n'est pas là, Antoine Perrier à ma droite, Catherine Miller qui n'est pas là, Stéphanie Guédon et Augustin Jaumier, avec l'appui d'Alexis Ogor, qui est donc tout au bout, qui est assistant ingénieur au GIS et qui nous a aidé notamment à la conception et à la mise en œuvre de l'enquête, qui est une vaste enquête, donc que l'on a menée donc à l'hiver, on va dire 2022. Printemps 2022, à partir donc d'une réflexion qu'on a donc organisée en une dizaine de réunions entre Paris, Marseille, Aubervilliers, et donc un questionnaire que va nous présenter Alexis avec un certain nombre de résultats, où on a constitué d'abord une base de données donc importante, c'est-à-dire les noms des chercheurs et des enseignants-chercheurs, des doctorantes et des doctorants, des post-doctorants, des post-doctorants, des chercheurs également sans poste, des enseignants dans le secondaire, des enseignants également retraités ou émérites qui avaient ou qui travaillaient sur le Maghreb en sciences humaines et sociales. On a conçu sciences humaines et sociales au sens large, c'est-à-dire à la fois les sciences de l'érudition, l'histoire antique, médiévale, moderne, contemporaine, la sociologie, la science politique, la géographie, l'anthropologie, mais aussi la linguistique, la littérature, mais également, plus marginalement peut-être, l'économie, le droit, les études cinématographiques, les études de communication, dès lors qu'ils se reconnaissaient comme appartenant au SHS. Donc, on a conçu cette base de données donc nominative de chercheurs, dont on a recherché les adresses mail, et qu'on a contacté un à un, une à une, avec un questionnaire que nous avons conçu et que nous avons collectionné et ensuite analysé et traité. Donc, à partir de là, on a également mené une enquête qualitative en menant un certain nombre d'entretiens avec donc des personnalités académiques importantes dans le champ des études sur le Maghreb, dont certains sont ici, comme Daniel Rivet, que nous remercions tous et toutes de sa présence, que nous avons mené donc chacun individuellement. Donc voilà, je vais, si vous voulez bien, présenter ici un rapide bilan de cette enquête. Avant de passer au bilan, je vais laisser la parole à Alexis pour nous rappeler un peu la méthodologie, après quoi je ferai un bilan à la fois rapide en termes de recherche et d'enseignement sur le Maghreb sur les 60 ans qui viennent de passer, et après quoi je laisserai la parole à Charlotte Courreille, qui est à ma droite, et puis Malika Assam pour nous faire un point également sur leur champ respectif. Puis Antoine fera une intervention en termes de préconisation adressée aux tutelles, c'est-à-dire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et également le CNRS. Et ensuite, bien sûr, nous aurons un débat ouvert avec vous toutes et tous. Donc Alexis, c'est à vous pour la présentation de la méthodologie. Oui, merci Choukri. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour vous présenter un peu cette enquête par questionnaire sur laquelle repose ce livre blanc en termes de chiffres, donc, comme l'a dit Choukri, la première étape, c'était la constitution de cette base en fait, qui rassemble les enseignants chercheuses sur le Maghreb, qui travaillent sur le Maghreb ou qui ont travaillé sur le Maghreb avant de leur carrière.
Une base voilà, qui rassemble non seulement les enseignants-chercheurs en poste, mais également les non-titulaires, les doctorants, les post-doctorants, les anciens titulaires, les retraités et les émérites. Donc cette base s'élevait à 446 individus, donc grâce au travail réalisé par le groupe de travail donc, lié au projet Maghreb 3D. Ces 446 chercheurs, on leur a diffusé ce questionnaire qui composait 83 variables, différentes questions sur leurs activités voilà, en temps d'enseignement, de recherche, sur leur lien avec le Maghreb. Donc, ce questionnaire a été diffusé entre le 1er février et le 5 avril 2022. Sur ces 446 chercheurs contactés, il y a eu 423 réponses recueillies, ce qui est relativement important. Et il a fallu ensuite réaliser un nettoyage en fait, de cette base de données. C'est à ce moment-là que je suis intervenu, donc quand j'ai été recruté comme stagiaire au sein du GISMOM. Donc les critères qu'on a retenus pour voilà, nettoyer cette base, entre guillemets, ça a été de ne retenir que les répondants qui avaient précisé leur discipline de rattachement ainsi que leur statut. Donc suite à ce nettoyage, on a retenu 299 réponses valides et complètes qui ont ensuite voilà, servi à réaliser différentes statistiques qui ont été mobilisées par la suite dans ce livre blanc. Donc pour vous présenter rapidement cette population d'enquêtés, voilà, comme je vous l'ai dit, 299 répondants. Tout d'abord, en termes de statut, on a un peu plus de la moitié qui sont des titulaires. Donc, une des catégories qui est la plus représentée sont les MCF sans HDR. On a également une population assez importante de non-titulaires. Les doctorants sont la première catégorie en fait, la plus représentée sur ces 299 répondants. Et enfin, 6% d'anciens titulaires, donc des retraités et des émérites. En termes de discipline, on a l'histoire qui est assez représentée, puisque les historiens constituent un peu plus d'un tiers en fait, de la population de répondants. Viennent ensuite les disciplines en sciences sociales, donc sciences politiques, sociologie, linguistique, puis d'autres moins représentés, comme l'a dit Choukri, notamment le droit, l'économie. La catégorie autre que vous voyez à droite du graphique rassemble les études cinématographiques, les études d'urbanisme également, donc des enseignants-chercheurs qui ne sont pas reconnus dans les catégories qu'on leur proposait dans le questionnaire. C'est un questionnaire qui a permis aussi de dresser un peu une géographie du champ des études maghrébines, grâce notamment à la variable qui permet de renseigner l'établissement de soutenance ou de préparation de la thèse des répondants. Donc vous voyez en fait que c'est une population qui est très parisienne. Plus de la moitié voilà, des répondants ont préparé ou préparent actuellement leur thèse dans un établissement parisien. Les établissements les plus représentés en l'occurrence, c'était Paris 1, le HESS, l'INALCO, mais également Aix-Marseille Université, donc il y a également un pôle important des études maghrébines en France. Et le reste voilà, se répartit entre principalement les universités en dehors de Paris et l'étranger. On peut également faire à partir de ce questionnaire une courte histoire, en fait, une histoire récente du champ des études maghrébines. Ici, grâce à la variable qui renseigne l'année de soutenance de la thèse par ses répondants. Ici, en l'occurrence, voilà, les 226 répondants, il s'agit de ceux qui ont soutenu effectivement leur thèse. On voit que c'est un champ qui est relativement dynamique, puisqu'à partir voilà, des années 2000, on voit une augmentation du nombre de thèses soutenues. Comme je vous l'ai dit, c'est une population qui est assez jeune. En fait, c'est voilà, beaucoup de NCF sans HDR, beaucoup de doctorants. Donc voilà, c'est à partir de ces 299 répondants qu'on a réalisé les statistiques voilà, qui ont servi à ce livre blanc. En plus de ce travail statistique, il y a également des analyses qualitatives qui ont été réalisées, tout d'abord à partir des questions ouvertes qui étaient incluses dans ce questionnaire, notamment une question finale en fait, dans laquelle les répondants étaient interrogés quant à ce qui, selon eux, constituaient les points forts et les points faibles des études maghrébines en France et sur les solutions qui pourraient être apportées voilà, aux problèmes qui existaient selon eux. Enfin voilà, comme l'a dit Choukri, il y a 6 entretiens qui ont été réalisés par les membres du groupe de travail avec des figures marquantes du champ des études maghrébines, dont vous avez ici la liste, donc Michel Camot, Jean-Robert Henry, Jacques Frémaux, Dominique Cobet, Daniel Rivet et Salem Chaker. Et voilà pour la méthodologie, je vais laisser la parole à mes collègues après. Donc voilà, à partir de ce questionnaire donc, qui comprenait 80 questions à peu près, on a essayé de... Voilà, on a passé un temps assez important. En fait, un questionnaire, c'est assez long à concevoir d'une part, à transmettre, et on a eu un taux de réponse, comme ça a été dit, assez élevé, ce qui montrait aussi déjà un premier point, c'est que, et c'est une première réalisation en fait de ce livre blanc, c'est qu'on a vraiment objectivé. Alors évidemment, il y a eu forcément des pertes et des oublis, des omissions, forcément involontaires, des gens qui n'ont pas été recensés, mais que quand même il y a cette liste de ces 450, à peu près 450 personnes qui ont travaillé sur le Maghreb en SHS en France, ce qui n'est pas du tout négligeable, et un taux de réponse très élevé, ce qui montrait un intérêt certain pour cette question.
Alors bien sûr, ce qu'on va dire sur le bilan, sur les études maghrébines, il y a des choses qui renvoient aux études arabes en général et aux études moyen-orientales ou aux études sur les mondes musulmans en général, et d'autres qui sont plus spécifiques au Maghreb. Donc il y a des constats qui sont partagés pour l'ensemble des études, on va dire, sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, et d'autres qui concernent vraiment le Maghreb, mais ce constat, en tout cas, est parfois redoublé en ce qui concerne cette ère culturelle. On part du constat d'abord que, en termes d'enseignement, ce que regrettent la plupart des collègues et ce qui ressort donc des questionnaires, ce que montre l'enquête, c'est que il est aujourd'hui impossible pour un étudiant de se former dès la licence, à la fois en langue, arabe ou berbère, donc au pluriel, et en sciences sociales sur le Maghreb dans notre pays. Donc ça, c'est un constat. Vous me direz, on le savait avant. C'est pas nous qui l'avons véritablement mis, on va dire, en exergue, mais en tout cas, là, c'est très clair. À travers la recension de l'ensemble des départements et des réponses des collègues, c'est très compliqué pour un étudiant de licence de se former en arabe et en même temps en sciences sociales. Ce qui fait que l'absence de licence ou de master spécialisé sur la région rend impossible la formation de spécialistes de SHS sur cette région. Alors vous me direz peut-être que ça ne pose pas de problème. Pourquoi pas, après tout, hein, on peut avoir effectivement d'excellents et d'excellentes chercheurs sur le Maghreb qui ne sont pas formés en langue maghrébine, sauf que ça pose un problème assez crucial, et c'était le résultat central des questionnaires, c'est que justement ces chercheurs qui ne maîtrisent pas les langues maghrébines sont incapables de mener des enquêtes de terrain exhaustives avec des groupes sociaux fondamentaux ou centraux dans ces pays. Pour le dire vite, ceux par exemple qui sont purement francophones vont se consacrer uniquement à des enquêtes auprès d'élites francophones, ce qui contribue à invisibiliser tout un pan de la société et des sociétés maghrébines qui ne le sont pas ou ne le sont plus, et leur nombre est grandissant. Deuxième conséquence terrible, c'est que cette absence finalement de connexion entre enseignement de sciences sociales sur le Maghreb et enseignement des langues, puisqu'il n'y a pas effectivement très peu en tout cas de connexion et de possibilité pour un étudiant ou une étudiante de faire les deux et de se former dans les deux. On sait que c'est compliqué, ce qui fait qu'on a de très bons chercheurs ou d'étudiants en sciences sociales qui travaillent sur le Maghreb mais qui ne parlent pas, et de très bons de l'autre côté linguistes ou chercheurs qui travaillent sur les langues mais qui ne maîtrisent pas les sciences sociales sur cette ère culturelle. Eh bien, ça a une conséquence terrible sur la formation des vocations à la recherche auprès de nos étudiantes et étudiants. C'est-à-dire que si vous ne les sollicitez pas en réalité dans un cours de licence 2 ou de licence 3, et que c'est à ce moment-là que naissent les vocations, eh bien, ils ont peu de raisons de se diriger vers un master qui d'ailleurs n'existe pas, et dans lequel, ou plutôt pour lesquels il y a parfois des masters qui englobent, dans lequel le Maghreb est une ère culturelle qui est adjointe à une autre, à d'autres même, mais qui ne représente pas finalement, qui ne permet pas à l'étudiante ou à l'étudiant de se spécialiser, par exemple, sur l'histoire spécifique de ces sociétés, ce qui contribue, troisième conséquence terrible, à ce que les sociologues des sciences appellent la fabrication de l'ignorance, c'est-à-dire l'idée même que, à force de ne pas l'enseigner, eh bien, se propage et se cultive, y compris parmi nos chers collègues, l'idée selon laquelle l'histoire de ces pays et la sociologie de ces pays soit est inintéressante, soit n'existe pas, soit finalement n'a rien finalement d'idiosyncratique ou en tout cas de spécifique et d'important. Donc ce cercle vicieux est entretenu d'ailleurs par le fait que même si le nombre d'étudiants qui se dirigent vers les études maghrébines est faible, ceux-là et celles-là même qui s'y dirigent contre vents et marées, finalement ont peu de chances d'être dirigés par des collègues qui eux-mêmes sont spécialistes de la région.
Et ce que montre l'enquête de manière flagrante, c'est le manque de collègues habilités, c'est-à-dire un nombre de collègues largement insuffisant au regard de la demande d'encadrement des étudiants, et tous et toutes le soulignent dans le questionnaire, où ils disent et elles disent que ce soit à Paris, Lyon ou Marseille, dans les différentes universités, il n'y a pas 50 pôles en France, comme l'a dit Alexis, eh bien ils sont obligés de prendre plein en tout cas de masterants, parce que la demande d'encadrement est insuffisamment comblée dans leur département. Alors, ça c'était au niveau de l'enseignement, et je laisserai Antoine compléter au niveau des préconisations, et bien sûr mes collègues Malika et Charlotte, bien sûr, sur leur on va dire leur champ de recherche respectif et leur champ d'enseignement. Au niveau de la recherche, l'intérêt du livre blanc, en tout cas on l'espère, c'est aussi d'avoir essayé de dresser on va dire une historiographie ou un état du champ et des études sur le Maghreb depuis une 60aine d'années, en s'appuyant sur un nombre d'écrits, bien sûr, hein, sur lesquels nous fondons, bien sûr, et sur les entretiens qu'on a menés. Et je vous laisserai, donc je le redis, hein, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, il y a des exemplaires qui sont mis à votre disposition gracieusement. Le soin de regarder dans le détail. On a fait cette historiographie dans les différents champs de recherche. Mais ce qui apparaît, si je voulais être un peu synthétique pour dresser à gros traits ce à quoi aboutit finalement si on devait faire un bilan des recherches, c'est que il y a un dynamisme certain, c'est pas du tout un euphémisme, hein, je veux dire bureaucratique, auquel malheureusement on est habitué. Non, vraiment, les collègues sont... en tout cas, on peut dire que le rêve de Michel Camot s'est d'une certaine manière réalisé. Il n'existe pas de maghrébologie. Et effectivement, le combat de Michel Camot pendant les années 90 pour justement défaire cette maghrébologie, ce qu'il visait par ce terme, c'est-à-dire la spécialisation à outrance des chercheurs sur cette zone, ce qui les empêchait de discuter avec d'autres chercheurs d'autres zones et d'autres zones aréales, est réalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des collègues sont intégrés dans des laboratoires disciplinaires dans lesquels ils ne se disent pas forcément noyés ni isolés, hein, ça existe bien sûr, et ils tiennent aussi à entretenir beaucoup de relations et de débats et de discussions avec leurs collègues, donc que ce soit en histoire contemporaine ou moderne, en histoire médiévale ou en anthropologie, en sciences politiques, en sociologie, etc. Alors, malgré ce dynamisme, et notamment qui se retrouve via l'insertion aussi des chercheurs et des chercheurs dans des projets financés, les projets financés notamment de type ERC, l'insuffisante maîtrise des langues et les moyens trop limités des deux UMIFRE, donc à Rabat et à Tunis, conduit essentiellement à deux lacunes majeures qui apparaissent. La première, c'est que en dépit de dynamisme des recherches, il y a des béances thématiques complètes dans différentes disciplines en France à propos du Maghreb. Par exemple, en histoire moderne du Maghreb, du XVIe au XIXe, en histoire postcoloniale après les années 60, en économie politique, pardon, il y a très peu de recherches qui sont menées en sciences sociales, j'entends, hein. J'entends bien en sciences sociales, j'entends pas en économie standard mathématisée. En sociologie de l'État, par exemple, il y a effectivement une sociologie de l'administration qui est menée notamment par une de mes collègues qui est ici assise au 5e rang, mais qui effectivement devrait être, selon nous, encore appuyée. La sociologie des classes populaires ou la sociologie des politiques publiques est faiblement représentée, en littérature arabophone, en anthropologie religieuse également. Et d'une manière frappante, par exemple, alors même qu'il s'agit vraiment d'un enjeu aujourd'hui crucial, les mondes ruraux, les mondes agricoles, alors qu'ils étaient majoritaires jusqu'à une date récente dans les études sur le Maghreb, sont aujourd'hui largement méconnus par la recherche. Deuxième lacune majeure, c'est la déconnexion des terrains maghrébins. Et la déconnexion des terrains maghrébins, appelons-la comme ça, elle a plusieurs formes. D'abord,
une ignorance mutuelle des bibliographies respectives. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs sur le Maghreb en France ignorent quasiment purement et simplement ce que produisent leurs collègues maghrébins au Maghreb et qui produisent en langue maghrébine, notamment en arabe, qui est donc une production qui est aujourd'hui majoritaire au Maghreb. Et deuxièmement, cette déconnexion, elle est aussi rendue plus béante, j'allais dire, par le fait que, par la politique d'immigration assez violente menée par notre pays depuis maintenant pas mal d'années, la politique notamment de délivrance des visas fait que non seulement les étudiantes et les étudiants maghrébins et maghrébines ne peuvent pas venir en France, mais plus encore, même maintenant, nos collègues. Et donc ça réduit fortement, en dépit des avancées scientifiques, notamment de la visioconférence, les contacts et donc les échanges. Et la troisième déconnexion, c'est aussi le fait que les contextes sécuritaires au Maghreb, dans les 3 pays aujourd'hui, Tunisie comprise, font que l'accès au terrain, la réalisation des enquêtes empiriques sont rendus de plus en plus difficiles. Et donc, les partenariats entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont particulièrement compliqués à mener et sont précaires, peuvent vraiment s'effondrer du jour au lendemain. Donc voilà pour une présentation un peu synthétique. J'ai oublié un certain nombre de choses, mais je laisse à mes collègues le soin de compléter éventuellement. Charlotte, peut-être je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et merci à vous deux pour la rédaction du livre blanc et aux équipes avec qui vous avez travaillé. Donc, moi, je faisais partie d'un sous-groupe de travail à l'invitation d'Augustin Jaumier qui s'appelait Digital Maghreb, Digimag. Et donc là, les réactions que je vais avoir, c'est à la fois de mon point de vue. Moi, je suis inscrite en études arabes maintenant parce que je suis donc maîtresse de conférence à Lyon 3 en études arabes et travaillant sur l'Algérie. Donc, il y aura des prismes. À partir de là, je préfère le dire d'emblée. Je pense que dans ce qui a été soulevé, en fait, on a effectivement le fait que comme c'est un champ qui est assez éclaté, ça dépend beaucoup des volontés personnelles ou des goûts des uns et des autres. Et je pense que dans les études arabes, effectivement, le Maghreb apparaît dans les contenus de cours, mais pas forcément intitulé comme tel. Et donc ça va être monde arabe en général, et on va avoir Maghreb et Moyen-Orient en son sein. Et de l'expérience d'enseignement, c'est vrai que il y a une très forte demande sociale des étudiants sur ces questions liées au Maghreb dans des cours qui portent sur le monde arabe plus généralement. Et donc on est amené à faire des développements parfois plus longs sur, par exemple sur l'histoire de l'indépendance algérienne, où il y a souvent des questions par rapport à d'autres thématiques qui soulèvent moins, c'est pas forcément moins d'intérêt, mais en tout cas qui parlent moins peut-être aux étudiants qu'on a face à nous. Je voulais juste soulever, donc pour faire rapidement, la question effectivement de la maîtrise des langues qui conditionne en fait beaucoup les orientations des sujets, puisque donc pour ma part, travaillant sur l'Algérie, en fait, il y a la question effectivement de l'histoire de la période coloniale qui peut se faire à partir de sources françaises, mais qui en fait gagne à aller chercher des sources dans les langues du Maghreb. Et cette question-là, effectivement, elle est aussi à mettre en balance avec la maîtrise la maîtrise des contenus, des savoirs disciplinaires. C'est-à-dire que quand on a fait des études d'arabe poussées, on n'a pas forcément fait les études de sciences humaines et sociales, et inversement. Donc il y a un rattrapage à opérer d'un côté ou de l'autre, et qui demande un coût supplémentaire, effectivement, par rapport à d'autres formations. Je crois quand même que donc sur l'histoire contemporaine du Maghreb qui est identifié comme un point à renforcer, on a une très forte demande étudiante aussi, notamment des masterants. Et je crois que cet aspect-là peut aussi favoriser le travail de terrain. Alors là, je parle de l'histoire, mais pour les sciences sociales en général. Et ce travail de terrain me paraît un bon moyen aussi de pallier peut-être le manque d'échanges avec les institutions au Maghreb et les collègues qui publient notamment beaucoup en arabe.
parce que on est amené à rencontrer ces gens-là dans le cadre des recherches, par le master, par la thèse, et qu'après on peut alimenter ces relations-là. Voilà, j'avais aussi en tête, et pour terminer, la question qu'on s'était posée au sein du groupe de travail de Digima, qui était à la fois la volonté qu'on a de décloisonner les études sur le Maghreb, donc notamment pour sortir de l'interaction avec la France pour la période coloniale, etc. Et en même temps, la volonté de cloisonner, c'est-à-dire de se retrouver dans un champ. Et donc c'est vrai que là, il y a une tension entre les deux, qui est un équilibre à trouver certainement dans les années qui viennent. Merci Malika. Sur les études berbères. Oui, tout à fait. Alors, merci Charlotte, puisque tu me fais la transition. Effectivement, moi, en tant que maîtresse de conférence en langue et culture berbère à Aix-Marseille Université, j'ai beaucoup apprécié la proposition de participer à ce livre blanc sur les études sur le Maghreb en France. Donc, je vous en remercie encore. Et c'est arrivé, en fait, cette proposition, pour moi, à un moment où je faisais déjà une réflexion, bilan sur les études berbères, ou amazighes, comme on les appelle désormais, de plus en plus. Un peu réflexion bilan, on va dire, post-Salem Chaker, grande figure des études berbères en France. Et je me situe en fait dans l'idée que oui, les études berbères sont partie intégrante des études maghrébines en général, et du projet Maghreb 3D, triple décloisonnement, dont un des décloisonnements concerne la situation linguistique en particulier. Mais du coup se pose la question ici du choix d'une séparation dans ce livre blanc des études berbères ou amazighes. Quel peut être l'intérêt en fait, et on est dans cette tension effectivement entre être inclus dans ce champ et se différencier. Alors pourquoi se différencier? Parce qu'il y a une situation conjoncturelle qui est assez particulière, mais alors qui rejoint certains constats généraux sur les études maghrébines, mais qui peut être plus prononcé et avec certains aspects idéologiques qui sont assez particuliers. Donc le fait de séparer ici, de proposer un chapitre sur études amazighes en France, ça permet de visibiliser un champ d'études qui est défini en fait par les langues berbères et qui est aujourd'hui fortement fragilisé. Parce que effectivement, on a peu de collègues français qui sont arabisants, on a encore moins de collègues français qui sont berbérisants. Il existe un nombre restreint en fait, de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs qui sont spécialisés sur le domaine berbère et qui ont la maîtrise de ces langues, à côté de quelques chercheurs et enseignants-chercheurs qui occupent des postes vraiment spécifiquement fléchés sur les mondes ou les langues berbères. On a aussi notamment beaucoup de chercheurs CNRS qui s'inscrivent dans des cadres plus larges, notamment en linguistique, et qui touchent à cet objet langue berbère ou aux populations berbérophones. La situation aussi peut-être particulière, c'est qu'en France, très nettement, le public de l'enseignement des langues berbères, qui reste rare, puisqu'on l'a à l'INALCO Paris, on l'a à Aix-Marseille Université, on a quelques enseignements aussi à Paris 8. Alors ce public correspond essentiellement en fait à une demande sociale immigrée, soit des primo-arrivants, soit des enfants issus de l'immigration, on pourrait dire largement. De même, le profil des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui sont spécifiquement sur cet objet études berbères, ce sont en fait des berbérophones natifs, ce qui est une situation particulière de la France par rapport à ce qu'on peut voir en Europe, notamment en Italie, ou à ce qu'on peut voir aux États-Unis en particulier. En termes donc quantitatifs, l'enseignement est limité puisqu'on a une seule institution qui est l'INALCO qui propose un cursus complet de berbère, de la licence au doctorat. Au niveau de la formation à la recherche, il faut rajouter l'école pratique des hautes études et puis le HESS, où on peut avoir des masterants et des doctorants, mais essentiellement en linguistique. Et outre cet aspect quantitatif, il y a une forte fragilité en fait des postes qui sont occupés par ces chercheurs, parce que à part l'INALCO, au moment du départ à la retraite, il n'y a aucune certitude que ces postes soient renouvelés sur ce domaine berbère.
Il me semble par exemple que c'est le cas du monde Touareg, qui appartient à ce domaine berbère, qui aujourd'hui n'a plus de spécialistes qui soient en poste. Dès les années 1990, un rapport CNRS pointait cette fragilité liée à ces départs à la retraite et au manque de volonté institutionnelle en fait, de maintenir des enseignements et de la recherche spécifiquement autour de ces langues berbères et des sociétés qui pratiquent ces langues. Alors, le deuxième point qui me paraît important pour justifier en fait d'avoir fait un chapitre particulier sur les études berbères ou amazighes, c'est que ça permet de légitimer un champ d'études qui a été fortement délégitimé au moment des indépendances en raison des choix politiques, des choix idéologiques des États maghrébins, qui était une réaction en partie à l'instrumentalisation du fait berbère à l'ère coloniale. Cette illégitimité a pu avoir des répercussions sur le champ académique français. Et aujourd'hui encore, on peut avoir cette frilosité face au champ des études berbères, parce que ça reste un champ en fait, qui est soumis à de fortes injonctions idéologiques, qu'elles émanent des institutions officielles maghrébines ou du champ militant berbériste. Alors néanmoins, poser des études berbères, ça peut aussi avoir un apport heuristique, parce que cela impose de diversifier les sources des études maghrébines, et en particulier d'aller au-delà, mais ça a été déjà dit notamment pour la langue arabe, d'aller au-delà des catégories qui sont construites par le haut, que ce soit à l'époque coloniale par les regards coloniaux ou plus récemment par les politiques officielles. Ça permet aussi de se concentrer sur certaines dynamiques qui touchent ces populations amazighes et qui marquent fortement le Maghreb contemporain. Et je terminerai en guise d'ouverture en précisant finalement qu'on a un champ qui doit dialoguer bien évidemment avec les études d'arabe et ça n'est pas toujours évident, mais qui s'ouvre ici aux études africaines. Notamment à l'INALCO, on a un cursus qui est intégré au département Afrique. Alors du fait de l'intégration en fait des études sur le monde touareg, on a une ouverture en fait du champ des études amazighes depuis longtemps sur l'Afrique saharienne. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va dire que l'Afrique redécouvre son nord et qu'il peut y avoir un comparatisme fécond dans certains domaines, en particulier la littérature, les arts visuels, le cinéma, etc. Et je trouve ça intéressant finalement parce que ça permet une autre perspective sur le Maghreb qui permet de repenser en fait la division Maghreb-Machrek, la division entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne et de montrer que ce Maghreb, il est un continuum entre ces différents espaces. Merci Malika. Donc, je terminerai ce bref tour de table avant de laisser la parole à la salle. Donc par les préconisations qui se présentent sous cette forme dans le livre blanc, c'est-à-dire 6 points, mais que je présenterai ici sous les formes en fait, de priorités pour nos tutelles avec lesquelles nous avons commencé un dialogue, donc à savoir l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Car en fait, le temps est compté, en quelque sorte, comme le vôtre ce soir, et il n'y a pas, en fait, beaucoup de temps à perdre, dans la mesure où un certain nombre de choses peuvent être faites assez vite, sans trop de moyens, en tout cas, sans trop de moyens pour certaines de ces mesures, vous allez le voir. D'abord, la première urgence, c'est chose certaine et chose partagée pour bien des champs de nos études, mais ça n'empêche pas de le répéter dans notre cas, c'est le renforcement de l'enseignement et de l'encadrement de la jeune recherche par la création de postes. On sait tous très bien que ces postes sont lacunaires en bien des matières. Mais ici, avec 2 objectifs particuliers pour le Maghreb. D'abord, renforcer les lacunes thématiques majeures, dramatiques en fait, dans certains domaines. On a parlé de l'histoire moderne, à laquelle je suis particulièrement sensible, mais c'est le cas aussi de la sociologie politique, de la littérature arabophone, des parlers maghrébins, des études berbères dont Malika vient de parler. Ça, c'est la première vertu. Et la deuxième vertu, c'est aussi un renouvellement qu'on espère méthodologique de fond, puisqu'il faudrait que la création de ces postes soit adossée à une condition très précise de maîtrise d'une ou des langues de la région pour qu'ils soient créés et forment des étudiants avec ces caractéristiques linguistiques prévues, ce qui implique en fait de concentrer la prévision de ces postes dans des universités où les départements d'arabe sont déjà robustes, départements d'arabe et a fortiori de berbère, et où pourraient offrir à ces étudiants la double formation qui fait actuellement défaut.
Il faudra évidemment que cette offre soit, comme toutes les offres de création de postes, qu'on voit également actuellement, par exemple, pour l'Institut français d'islamologie, faite avec sagacité, puisque tous les viviers n'existent pas encore dans tous les domaines, et il s'agit aussi de les créer avant d'aboutir à des postes à l'université. La deuxième action, et je dirais là peut-être la plus, à mon avis, réalisable sur un plan très pragmatique, c'est une action forte dirigée vers la formation initiale des étudiants français. Si on devait résumer peut-être une des principales lacunes du champ d'études que nous avons constaté avec le livre blanc, c'est peut-être ce défaut linguistique. Et ce défaut linguistique, il est plus difficilement, disons, facile à corriger chez les collègues que chez les étudiants. Et on remarque chez ceux-ci une spécialisation maghrébine trop tardive, ce qui explique dans la plupart des cas l'oubli des langues. Donc pour remédier à cette situation, 3 mesures nous semblent applicables immédiatement, et sans augmentation de moyens dramatique. D'abord, constater que tous les arabisants français sérieux sont formés actuellement au Proche-Orient, au DEAC au Caire, à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth ou à Amman, et en tout cas quasiment jamais au Maghreb, sauf pour les stages arabisants de l'Université de la Manouba, qui est réservé aux agrégatifs d'arabe, donc à des étudiants qui ont déjà un niveau extrêmement élevé et pointu en langue arabe et se destinent en fait à l'enseignement ou à la recherche dans ces matières. Et la conséquence logique, et il n'est pas difficile de la mesurer, c'est qu'à partir du moment où les étudiants ont investi 1 an de leur vie, voire davantage, à apprendre non seulement l'arabe fosha, mais aussi un arabe dialecte local, la spécialité qui en découlera sera jordanienne, égyptienne ou syrienne ou libanaise, mais très rarement moyen-orientale. Donc pour remédier à cela, il s'agit premièrement de créer des stages de langue avec bourse dans les UMIFRE de Rabat et de Tunis, où actuellement il n'existe pas sous une forme annuelle, ni sous une forme financée. La particularité de ces stages pourrait se trouver dans la combinaison plus étroite entre stages de langue et sciences humaines et sociales. Ce ne serait pas nécessairement des stages d'arabe destinés aux élèves de Sciences Po qui veulent préparer les concours du Quai d'Orsay, même si c'est des débouchés légitimes, disons, au Caire ou ailleurs, et qui s'adresseraient plutôt à des étudiants de licence 3 ou de master. Deuxième chose, et en fait c'est lié, proposer des bourses de recherche dès le niveau master de 3 à 6 mois pour financer des terrains dès ce niveau d'études, qui est en fait actuellement une échelle à la fois déterminante et manquante. On sait tous très bien que nos étudiants n'ont pas les moyens, pour la plupart, d'aller séjourner ne serait-ce qu'un mois dans un des pays qui est l'objet de leur étude, là où l'Italie, l'Espagne, pour ne parler que de ces 2 pays, ont des écoles françaises qui financent ce type de bourse. Enfin, et nous l'avons déjà éprouvé à divers titres, proposer des écoles thématiques plutôt pour le niveau doctorant, en alternant des écoles au Maghreb et en France, selon le modèle qu'ont développé nos collègues Éric Vallée et Yass Hassan pour la partie études arabes du GIS, c'est-à-dire sur un modèle de promotion qui pendant 2 ans évolue avec scandé par une formation en 4 volets, 2 dans des pays arabes, 2 en France en fait, qui d'abord premièrement consiste à réunir doctorants et étudiants maghrébins mais aussi français, qui correspondent aussi à une forte demande, on le sait, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, et qui aussi permettent de former ces étudiants d'abord à des disciplines fondamentales dans les SHS, quand cela peut leur faire défaut du fait de leur parcours antérieur trop orienté ou très orienté vers les langues, mais aussi dans cette épistémologie maghrébine trop inconnue encore du fait aussi de sa composition en langue arabe, très massive depuis l'arabisation des enseignements depuis 20 ans dans les pays du Maghreb. Enfin, dernière mesure qui est plutôt dans la continuité de ce qui existe, mais qui nous semble important de rappeler. Et il était assez frappant d'ailleurs qu'au départ, quand nous avions commencé ce travail sur le livre blanc, une des questions qui affleurait, mais qui est une sorte de serpent de mer, c'était celle de la création d'une nouvelle UMR qui serait consacrée au Maghreb. Rappelons qu'en France, les UMR aréales sont assez rares. Pour le Maghreb, en fait, dans le fond, est surtout concerné par l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, l'IREMAM d'Aix-en-Provence, et c'est à peu près tout. Donc, il pouvait sembler pertinent de créer une UMR Maghreb à Paris. En vérité, les collègues sondés sur ce point précis dans l'enquête que nous avons conduite se sont montrés assez sceptiques en très grande majorité, pour diverses raisons qu'on pourrait résumer à ceci. D'abord que finalement maintenant la recherche se passe peut-être de moins en moins dans le cadre des laboratoires des UMR qui sont dénués sinon de vie collective pour certains, mais en tout cas de moyens très précis qui se trouvent dans les agences de financement. Parce qu'aussi beaucoup de chercheurs du Maghreb, comme l'a bien dit Charlotte en conclusion, ont conscience de cette menace qu'ils ressentent, de se laisser enfermer dans une maghrébologie qui les couperait d'un dynamisme disciplinaire.
Et enfin, parce qu'il existe en fait déjà quelque chose qui fonctionne bien, qui s'appelle le GIS Moyen-Orient monde musulman, et qui, rappelons-le, est un objet précaire, enfin comme beaucoup d'objets institutionnels de la recherche, mais qui est récemment renouvelé. Donc il nous semble important de rappeler à nos tutelles que le GIS joue un rôle. Le succès de ce congrès en est encore une démonstration extrêmement important, en menant des actions transversales, et donc il doit non seulement être pérennisé, mais voir aussi ses moyens maintenus, ce serait déjà bien, mais même renforcés, parce que vous savez qu'ils connaissent des fortunes diverses, pour favoriser, comme nous l'avons fait, l'organisation de congrès au Maghreb, à travers l'exemple d'Inseniat, où beaucoup d'entre vous étaient présents à Tunis en septembre 2022, en finançant aussi, par exemple, des post-doctorats sur des sujets innovants, dans cette logique aussi de compenser des lacunes thématiques mentionnées plus haut, et de préparer aussi au futur recrutement que nous appelons nos vœux. Et je précise ici que ce livre blanc aura une première réalisation concrète grâce au travail d'Alexis en grande partie, qui est un portail d'études maghrébines, qui est l'aboutissement également du projet Digimag dont parlait Charlotte, qui consiste en fait à proposer à la communauté scientifique, à la fois française mais aussi maghrébine et internationale, un ensemble de ressources qui sont présentes en France et qui sont en fait très nombreux, mais méconnues, notamment des ressources documentaires dans les bibliothèques, dans les centres d'archives qui concernent le Maghreb et qui sont actuellement trop peu référencés et qui feront l'objet d'un portail donc hébergé par Humanum grâce à nos collègues informaticiens du CNRS et qui recensera avec un moteur de recherche ces ressources documentaires, mais aussi les offres en matière d'enseignement, de stages d'arabe, bref, de créer aussi un lieu où les étudiants et chercheurs, à la fois français et maghrébins, peuvent trouver de manière centralisée ces informations qui leur font défaut. À terme aussi, derrière cela, il y aurait l'espoir de fédérer encore davantage peut-être un espace, sans rajouter évidemment au millefeuille institutionnel, peut-être une association d'étudiants et de collègues, ou seulement d'étudiants, c'est-à-dire de doctorants, autour du Maghreb, qui pourrait assurer aussi la vitalité de ce type de portail dont on sait que s'il n'est pas entretenu, il rejoint voilà, les nombreux portails qui peuplent le cimetière d'Internet. Enfin, je terminerai sur quelques points au long cours, disons, que nous voyons pour renforcer de manière plus robuste et plus durable ces quelques mesures qui sont en fait du colmatage de défauts pour le moment majeurs. D'abord, soutenir activement la création d'un double diplôme, à la fois en sciences humaines et sociales et en langue maghrébine, dans des universités disposant des départements de langue et de sciences sociales actuellement assez bien formés. Ça nous semble évidemment correspondre à une offre des étudiants importante. Ça a été souligné par plusieurs de mes collègues jusqu'à présent. Enfin, et là il s'agit évidemment d'un problème qui est dans les mains de la diplomatie française, mais qui, nous le savons tous, empoisonne notre travail de manière de plus en plus prononcée ces derniers mois, sinon ces dernières années. Régler, sinon au moins s'attaquer de manière très forte au problème du visa, simplifier les procédures, les coordonner avec les universités, pour permettre aussi à nos collègues de venir en France, de siéger à des jurys, de participer à des congrès, de faire venir, de mener leurs recherches dans nos centres d'archives, de la même façon que nous pouvons actuellement, au moins pour le Maroc et la Tunisie, le faire jusqu'à présent. Et il s'agit là aussi d'un objectif à la fois diplomatique de première importance, mais aussi un objectif intellectuel tout à fait primordial. Il s'agit aussi de faire connaître en fait la recherche française au Maghreb, qui, pour des raisons tout simplement aussi d'accès aux livres matériels, d'accès aussi à la langue française, est trop méconnue. Et d'encourager donc cette francophonie, en fait, nous osons le dire, qui est aussi un espace d'échange avec nos collègues, de proposer aussi aux étudiants maghrébins de pouvoir bénéficier de formations en France et de valoriser aussi nos fonds documentaires français, comme je le disais. Enfin, deux dernières choses. La première, c'est alors évidemment une forme à inventer en grande partie, mais on doit constater que la plupart des partenariats de fonds sont difficiles avec les établissements au Maghreb, en tout cas sont difficiles à maintenir dans la durée. Ils arrivent à se former parfois quelques années autour d'une offre de formation, mais ont tendance à disparaître. Et donc il faut trouver une formule. Le cahier du GIS que Choukri mentionnait au départ sur les centres européens au Maghreb parlait de chaire internationale, par exemple. C'est-à-dire l'idée, c'est en fait de faire venir à la fois des chercheurs français au long cours au Maghreb, en organisant autour d'eux un environnement financé, comme on dit maintenant, avec des post-doctorants, voire des doctorants, mais qui s'inscriveraient aussi dans des partenariats avec des institutions locales, sur le modèle, par exemple, de l'IRD, de l'Institut de recherche sur le développement, qui s'implante, en fait, littéralement, dans les établissements locaux. Donc il faut trouver une formule de partenariat qui soit à la fois durable et reproductible au long cours avec les universités maghrébines, parce que quand on compare tout simplement, par exemple, avec d'autres champs d'études aréo, comme l'Asie, on est frappé par la pauvreté et l'inexistence des liens qui devraient pourtant exister entre notre pays et cette région du monde.
Et enfin, dernière chose, il nous semble, et vous l'aurez compris, que c'est un fil rouge en fait de nos conclusions, il s'agit de renforcer les moyens des UMIFRE de Rabat et de Tunis, au moins sur le modèle de l'Institut français du Proche-Orient, en matière de personnel d'appui, de postes de chercheurs, et élargir aussi la couverture thématique qui était la leur, d'abord s'interroger sur la présence d'une UMIFRE en Algérie, sortir des seules sciences du contemporain, s'ouvrir aux disciplines philologiques, à l'histoire ancienne et médiévale, à la littérature, qui sont actuellement en fait des domaines sous-traités par les écoles françaises de Rome et de Madrid, essentiellement, de manière assez accessoire, il faut bien le dire, en tout cas pour certaines disciplines, et renforcer, donner un cadre en fait enfin sérieux à nos recherches sur le terrain, pour des UMIFRE qui sont en fait aujourd'hui dans une position plutôt de menace que d'une trajectoire de renforcement, donc sur laquelle nous insistons en dernier lieu. Bien, donc nous avons occupé la première heure, ce qui je crois est raisonnable. Alors nous vous rappelons que les livres blancs sont à votre disposition, que vous pourrez prendre à votre départ de l'amphithéâtre, mais nous écoutons vos remarques ou vos questions, qui sont les bienvenues naturellement. Il y a un micro. Il y a un micro? Ah bon? Ah oui. Peut-être... Ça ne marche pas. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez, lors de votre étude et des questions que vous avez posées aux différents chercheurs sur le Maghreb, est-ce que vous avez abordé la question de l'accessibilité aux sources dans les pays du Maghreb? Et est-ce qu'il n'y a pas... on connaît la difficulté pour accéder à ces sources-là, notamment les sources étatiques et contemporaines. Est-ce que vous avez évoqué des solutions, des mises en commun éventuelles d'accès à ces sources, sachant que certains chercheurs y ont accès, c'est au compte-gouttes, mais parfois ils y ont accès. Voilà. Peut-être on va prendre plusieurs... Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Peut-être on répond une par une, le temps que ça... Peut-être Charlotte, tu... Oui. Si tu veux, je parle de l'Algérie. Ok. Non, merci. Je ne suis pas très légitime pour répondre à cette question maintenant. Enfin, je n'ai pas rédigé le livre blanc, mais... non, peut-être que sur effectivement la question des sources et de l'accès difficile, il est vrai à la fois pour les chercheurs français qui travaillent sur le Maghreb, mais aussi pour les chercheurs maghrébins qui travaillent sur le Maghreb. Et c'est vrai que du coup, ça entre dans la valeur d'un travail scientifique aussi, la capacité d'accès à ces sources-là. Et c'est vrai que là-dessus, il y a certainement des choses à faire sur... mais c'est toute la mentalité de la profession, mais de rendre collectif ces accès-là. Je pense que ça viendra pas d'en haut. Enfin, c'est des choses peut-être qu'il faut lancer des groupes de travail dans des sphères où on est par exemple dans des disciplines communes ou si on s'est rencontrés sur le terrain, c'est souvent comme ça qu'on crée les sociabilités aussi. Et donc peut-être que par ces éléments-là et justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que sur le terrain on peut aussi rencontrer des étudiants ou des enseignants des pays sur lesquels on travaille et donc peut-être échanger sur ces questions-là. Après, ça, voilà, ça reste une des difficultés. C'est-à-dire ça demande du temps, ça demande d'entretenir la flamme de ces groupes de travail et on est tous un peu, voilà, que ce soit au niveau du doctorat ou après en poste, pressés par plein d'obligations. Donc peut-être que c'est une limite possible. Oui, pour aller dans la continuité de ce que dit Charlotte, ce qu'on a constaté, on a posé ces questions tout à fait aux interrogés, c'est qu'il y avait un certain contraste entre la faiblesse ou disons le caractère assez mou des partenariats institutionnels et au contraire la vitalité des partenariats ou des réseaux en fait interpersonnels, des relations entre personnes essentiellement et qui, dans le sens de ce que disait Charlotte,
favorise l'accès au terrain jusqu'à certaines limites, et ces limites, nous les connaissons aujourd'hui. Alors elles sont inégales en fonction des pays du Maghreb, elles sont d'ordre divers, elles sont d'origine politique, elles sont d'origine aussi administrative. On sait tous très bien que l'indifférence ou la négligence joue parfois autant que la méfiance, disons que c'est un peu de tout ça. Nous, à notre niveau, c'est un livre adressé à nos tutelles, n'a pas la vocation de proposer des solutions effectivement à ce qui ressort de la politique souveraine des États maghrébins. Mais il est vrai que toute recherche qui consiste toute action qui consiste à renforcer les recherches sur place et donc à construire ces relations de confiance dont on sait qu'elles sont indispensables pour accéder à la fin à un certain nombre de données, peut aller dans ce sens-là. Mais évidemment, là, comme dans beaucoup de choses, et vous voyez bien que cette ombre plane, nous sommes, et tous, à mon avis, très conscients de cela quand on va au Maghreb, très dépendants d'un carcan politique très fort qui nous est imposé à la fois de la part des États maghrébins, mais aussi de l'État français, en quelque sorte, enfin, de la relation très fluctuante qui existe entre la France et ces deux pays. Et donc nous sommes soumis à cet esprit de diplomatie avec lequel on doit composer et pour lequel il n'y a pas de solution, disons, immédiate. Je profite juste de répondre à votre question, qui est vraiment une question importante, puisque c'est la question de l'accessibilité et l'accès aux sources, de dire que le but justement du livre blanc, si on peut en formuler un des objectifs que j'ai énoncé, mais sur lesquels j'aimerais vraiment insister, c'est vraiment la création d'une forme de communauté. C'est-à-dire que l'intérêt, effectivement, enfin moi personnellement, mais d'autres dans cette salle savent très bien qu'on a été formés à l'idée de dire bon, il faut absolument qu'on discute avec nos collègues des autres disciplines et qu'on soit audible, qu'on puisse vraiment diffuser enfin dialoguer, j'allais dire, avec des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de dialoguer. Et en même temps, ce dialogue-là, on sait très bien qu'il est assez rare, et le GIS en est un des lieux, parce qu'en réalité, le retour sur les disciplines, j'allais dire, est devenu assez fort, et en termes justement d'accès aux sources, les questions qui se posent pour un sociologue ou une sociologue qui veut faire des enquêtes sur le terrain, ou une historienne qui veut accéder à des archives, soit d'État ou même des archives privées, ou une anthropologue qui veut séjourner 6 mois, en fait, c'est des questions qui sont communes, mais qui sont chacune traitées à chaque fois de manière renouvelée, comme disait Antoine, de manière aussi très bricolée. Et peut-être que plutôt que de partir vers le haut, vers des solutions institutionnelles un peu cadrées, on se rend compte que le bricolage collectif est peut-être plus peut-être efficace que le bricolage individuel, qui peut marcher bien sûr et qui marche le plus souvent, mais qui peut aussi comporter des risques assez élevés pour notamment la jeune recherche, parce que je rappelle que dans ce questionnaire, dans cette communauté, il y a quand même la moitié de non-titulaires qui, eux, vivent des situations encore plus précaires que nous, parce que, enfin, je veux dire, en tant que titulaires, et qui sont toujours dépendants d'autorisation et de suspension d'autorisation du jour au lendemain, et donc de destin assez parfois, sinon funeste, en tout cas vraiment difficile. Il y a deux questions là-bas. Alexis, vous pouvez... Qui en premier ? Il y a monsieur, et puis il y a Élise. Oui, lors de l'énoncé des disciplines, vous avez dit peut-être le droit. Pourquoi exclure le droit des sciences humaines, en ce sens que on vient de parler de la question berbère, par exemple, des études à Mazir. Au XIXe siècle et au XXe siècle, la question berbère, elle se pose avant tout non pas tellement sur un plan linguistique que sur un plan juridique, la coutume kabyle, le daïr berbère au Maroc. Sur un plan récent, les différentes révolutions depuis 2011 en Tunisie, l'Assemblée constituante, la Constitution de 2014, la contre-révolution, le Irak algérien depuis 2019, où tout à chacun sortait avec les articles 7, 8, etc. Si on met les juristes de côté, évidemment, on va se couper une jambe, on va s'aveugler. Alors pourquoi, finalement, pourquoi exclure les juristes des sciences humaines ? Je réponds. Oui, peut-être. Oui. Élise ne va pas parler de droit. Bon, c'est pas
Vas-y. Vous voulez pas? Non, moi je voulais juste revenir sur la question de l'accès aux sources. Je suis bien sûr totalement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il me semble quand même que les UMIFRE peuvent aussi jouer ce rôle pour avoir travaillé beaucoup plus au Maghreb, mais aussi avoir eu l'occasion de travailler en Syrie quand il y avait encore l'antenne de l'IFPO à Damas. On passait par l'IFPO pour avoir accès à la Bibliothèque nationale, à l'Académie de langue arabe, et il y avait déjà des contacts plus ou moins officiels en fait qui nous donnaient en tant qu'étudiants, parce que je parle de la période de mes études, qui facilitaient les choses. Donc je pense que c'est aussi le rôle de ces UMIFRE de renforcer ces liens avec les institutions qui conservent les documents sur lesquels on travaille. Oui, le temps, on peut répondre. Je peux commencer à répondre sur le droit. Alors d'abord, nous n'avons pas exclu le droit comme objet. Mais donc tout ce que vous avez mentionné sur les différents enjeux juridiques sont présents à la recherche de beaucoup d'autres collègues sans qu'il y ait besoin d'être juriste, premièrement. Deuxièmement, pourquoi le droit est-il exclu des sciences humaines? Parce que souvent les juristes en excluent eux-mêmes, mais pas tous. Et nous avons adressé le questionnaire à plusieurs juristes qui ont l'habitude justement de travailler avec des historiens ou avec des sociologues, et ils ont répondu. Donc il n'y a pas d'exclusion de principe, si vous voulez. C'est quand même assez frappant, mais il est quand même assez frappant, il faut quand même le dire, de constater que dans une des tâches quantitatives que nous sommes données dans le livre blanc, il y avait la recension des thèses, de toutes les thèses qui ont été soutenues sur le Maghreb ces 10 dernières années, je crois. Et nous avons été frappés de constater qu'un grand nombre d'entre elles étaient soutenues en droit, alors qui s'explique par beaucoup de raisons, de trajectoire sociologique aussi des doctorants, mais aussi par le fait que, en droit, beaucoup de thèses sont soutenues sous la direction de professeurs de droit qui ne connaissent pas en fait le droit maghrébin et qui, ou pas spécialement le contexte maghrébin, et qui sont spécialistes d'autres choses, mais qui déclinent, disons, dans leurs spécialités respectives, je sais pas moi, en droit du numérique, en droit des affaires, un cas de situation maghrébin. Ce qui nous semble ressortir d'un autre type de structuration institutionnelle que les études maghrébines proprement dites. Raison aussi pour laquelle il est vrai que nous n'avons pas envoyé à toutes les facultés de droit le questionnaire, à mon avis, dans lequel le but en fait du questionnaire, c'était aussi que les collègues se retrouvent dans cette notion d'études maghrébines, en vérité. Ce qui n'est pas le cas de tous les juristes, mais encore une fois, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont été interrogés parce qu'on savait justement qui s'engageaient dans des publications, dans les travaux qui associaient droit et d'autres sciences humaines. Je ne sais pas si tu veux compléter ce sujet. Non, juste dire qu'effectivement, l'objectif, c'était vraiment d'être inclusif et pas d'exclure. Hein. J'ai dit un petit peu, comme l'économie, par exemple, de la même manière. Moi, je viens d'une université, j'étais pendant 16 ans à l'université Paris-Dauphine, qui est actuellement dirigée par Moub El-Moub, qui est économiste et qui travaille sur le Maghreb. Donc, il y a effectivement des économistes qui travaillent sur le Maghreb de manière, j'allais dire, dont on partage les épistémologies. Il y en a d'autres, on ne les partage pas, et je ne vois pas l'intérêt de leur poser la question de ce qu'ils pensent sur j'allais dire des objets qu'eux-mêmes ne pensent pas reliés aux nôtres, vous voyez. Donc on les a contactés, on leur a envoyé, les taux de non-réponse sont plus élevés pour ces personnes-là qui se considèrent pas, enfin on leur a envoyé nominativement, parce que chaque questionnaire a été envoyé nominativement, donc il y a 446 mails nominatifs qui sont partie, parce qu'on sait que quand on envoie des questionnaires nominatifs, on a plus de chances que les gens répondent. Mais bon, une bonne partie d'entre eux n'ont pas répondu en disant soit rien, soit en disant je ne suis pas concerné par ces études. Donc pour les juristes, c'est la même chose. Hein. On a des collègues avec qui on a l'habitude de travailler, d'autres qu'on ne connaissait pas et qui ont répondu. Mais effectivement, voilà, c'était, on va dire, une discipline, en tout cas, dans notre cas, dans le cas des études maghrébines, assez marginale, mais pas du tout une volonté d'exclure, au contraire. Oui, Élise, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est un parallèle intéressant, d'autant plus qu'en fait, on constate qu'aujourd'hui, en tout cas pour le Maroc, le CGB, le Centre Jacques Berck ne joue pas ce rôle. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on a besoin d'accéder à une bibliothèque ou à un endroit, c'est pas le centre qui va vous prodiguer des conseils. Je me prononcerai moins pour l'IRMC en Tunisie. C'est aussi beaucoup lié en fait à l'histoire des centres,
à leur rapport parfois un peu compliqué avec les autorités locales, en tout cas c'est le cas pour le Maroc, aux personnalités aussi qui l'ont dirigé par le passé. Bon bref, il y a toute une série, disons, d'accumulations de facteurs interpersonnels qui peuvent se solidifier dans une institution et lui donner une image plus ou moins bonne vis-à-vis et plus ou moins en fait aussi reconnue du point de vue des institutions locales. Mais c'est sûr qu'à terme, ce serait un des objectifs d'avoir une sorte d'UMIFRE puissante et bien insérée dans les champs académiques, ce qu'elle est quand même en partie. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas du tout de critiquer le travail considérable qui est accompli par nos collègues dans les UMIFRE, et qui est vraiment très important. Mais je crois que c'est l'étape d'après, et à laquelle on doit penser. Oui. Oui. Mm. Oui. Est-ce que c'est parce que ces services ne s'intéressent pas aux sciences humaines? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté du point de vue de la jeune, mais enfin c'est quand même des services qui sont là normalement pour faciliter ces choses-là et qui peuvent aussi peut-être renforcer le travail que peuvent faire les sciences. Oui, là très typiquement, pour aller dans ton sens, le CNRS, le PDG du CNRS a signé un partenariat privilégié avec l'université polytechnique Mohamed VI, mais uniquement pour la partie sciences dures. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, pour parler un peu de j'allais dire, des relations publiques, en tout cas du post-publication livre blanc, les choses ne s'arrêteront pas là. J'allais dire, c'est pas qu'un début, mais en tout cas, il y a toute une phase maintenant qui nous incombe et qu'on a déjà commencé de relations publiques avec les tutelles et avec notamment le ministère des Affaires étrangères, qui sont plus ou moins, on va dire, jusqu'à maintenant je ne me prononcerai pas, mais dont on ne sait pas quelle sera la réception vraiment du livre blanc. Donc là, on est dans la phase où on va ensuite procéder à un ensemble d'actions de lobbying, on va dire, ou de couloirisme, comme on disait à une époque, et qui n'est pas vaine, on l'espère, mais en tout cas qui va être un peu longue, à mon avis. Oui, Alexis, vous pouvez juste donner le... Non, Oui, c'est pour l'enregistrement, en fait. Oui, pas de souci. Merci. Merci beaucoup pour ce livre. Effectivement, moi, j'ai fait mes études à l'INALCO et j'étais très surprise de cette séparation entre Maghreb et même d'un point de vue de la littérature. Les collègues qui travaillent sur le Maghreb ne travaillent pas dans les mêmes espaces. Il y a l'institution, mais que ceux qui travaillent sur le Moyen-Orient. Alors moi, j'ai envie de poser un peu le problème du rapport de chercheurs et aux tutelles, parce que vous avez soulevé ça. L'IFPO est une grosse machine. Et l'IFPO se trouve où? Il se trouve dans le même espace où il y a l'ambassade, où il y a le consulat, etc. Et c'est très... Je ne vois pas des chercheurs algériens rentrer, faire des allers-retours à l'ambassade française, parce qu'il y a le centre de recherche, il y aurait un centre de recherche où, j'imagine, au niveau du Maroc, c'est la même chose, etc. Donc, il y a une question d'histoire coloniale, il y a une question de souveraineté, il y a de la recherche qui se fait. Moi, je pense qu'il faut aussi... la question des rapports avec les chercheurs algériens, par exemple, c'est un double effort qu'il faut faire et qui sont très ouverts. Il y a plein de recherches qui se font, etc. Ça ne passe pas nécessairement par les tutelles. Ça ne passe pas... moi, les liens avec les chercheurs algériens, je le fais moi-même. Et c'est comme ça qu'ils partent. C'est pas grave. Parce que c'est pas parce qu'en France, on fonctionne d'une manière qu'ailleurs, il faudrait que ça fonctionne de la même façon. Donc je pense que, en gros, le chercheur doit s'adapter à son terrain. Et j'imagine que chaque terrain est différent. Et voilà. Et donc, vraiment, il y a une question de la très, très présente tutelle, qui est quand même... voilà, moi, s'il y a un centre de recherche algérien au sein de l'ambassade, non, j'ai pas envie de faire des allers-retours. La Tunisie, c'est la même chose. Et donc, il y a le chercheur, il y a les tutelles, il y a les priorités politiques aussi qui...
qui s'intègrent dans ce panorama. Et je trouve très très courageux, hein, en fait. Enfin, j'ai pas encore lu, j'ai commencé à lire un peu tout à l'heure, et c'est important, effectivement. Même l'idée d'entendre les études amazighes, c'est aussi une rupture aussi d'un point de vue historique avec ce mot berbère qui veut tout dire et ne rien dire. Et ce que vous avez, Madame, soulevé sur la question de l'enseignement du berbère ici, qui s'intéresse au berbère, etc. Et si on recherche dans les archives, par exemple, des enseignants de berbère en France, dans l'école ancienne de l'INALCO, on va voir aussi que c'était la même politique aussi. En fait, cette marginalisation de la langue, voilà. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que franchement, vraiment, il faut que le chercheur s'adapte, et après... et c'est ceux qui n'ont pas de poste, en fait, qui se débrouillent et qui arrivent à, parce que on passe plus par les tutelles, et voilà. Parfois ça nous protège quand on est sur des terrains dangereux comme en Israël, Palestine, etc. Mais aussi ça porte beaucoup. Enfin, il faut qu'on apprenne à nous-mêmes aussi à aller vers les autres chercheurs qui vont pas venir à l'ambassade pour discuter de la science. Voilà. Merci. Deuxième question. Merci. Bon, moi je travaille à l'IRD et qui est un peu différent. Je voulais juste rappeler qu'il n'y a pas la recherche française sur le Maghreb et ailleurs, il n'y a pas que les UMIFRE, il n'y a pas que le CNRS, les délégations CNRS, il y a d'autres manières de travailler. Et je pense que vous les avez pris en compte, mais voilà, l'IRD... Je l'ai même dit à la fin, alors. J'ai pas entendu ça, mais parce que là, dans la discussion, en fait, on est en train d'oublier qu'il y a aussi des chercheurs français ou non français qui travaillent en France et qui justement passent par les universités tunisiennes, marocaines, algériennes, c'est plus compliqué, qui ont établi des partenariats de longue date. Donc, bon, l'IFO... C'est dans l'enceinte de l'ambassade à Beyrouth, mais à Damas, c'était pas le cas, en Jordanie, c'était pas le cas. Donc voilà, ne pas réduire des manières de travailler différentes. Ne pas l'oublier. Et je peux profiter parce que je sais que vous avez lancé aussi des questionnaires à des chercheurs qui avaient travaillé sur le Moyen-Orient, travaillé sur le Maghreb, Moyen-Orient, sur les circulations. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez développé un peu ça? Vous avez trouvé des éléments intéressants ou finalement c'est assez, ces passerelles sont assez rares en réalité, quoi? Oui, elles sont rares et unilatérales. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont parfois fait leur thèse avant les années 90 ou avant les années 2000 sur le Maghreb. Je pense à l'histoire, mais il doit y avoir d'autres exemples. Et qui après sont partis au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, mais ne sont pas revenus. Il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas, une espèce de logique de sauf qui peut, mais en tout cas, il y a une sorte de disjonction dont on avait parlé avec M. Rivet, je me rappelle très bien, dans les années 90 à peu près, ou peut-être encore un peu, ou même encore avant, en fait, en vérité, entre d'un côté, disons, une science plus arabisante, plus dominante aussi dans le champ, sur le Moyen-Orient, et une science sur le Maghreb qui, en fait, avait perdu l'élan qu'elle avait avec la coopération après l'indépendance, etc., et qui n'a pas trouvé de moyens de renouvellement. Donc c'est vrai qu'il y a eu des parcours qui se sont faits et on leur a adressé l'enquête, y compris aussi à des collègues qui enseignent l'histoire du Moyen-Orient, mais aussi du Maghreb, et donc qui dirigent des masters sur le Maghreb. Mais voilà, la circulation ne se fait pas de manière, en tout cas, sauf peut-être à de rares exemples près, de manière très circulaire. Ce qui est en soi quelque chose dans la hiérarchie des espaces dans notre champ. Et oui, sur la question institutionnelle, bien sûr, l'IRD, et je confirme qu'Antoine l'a mentionné, mais qu'évidemment, il n'y a pas que les UMIFRE, heureusement, d'une certaine manière, parce que sinon, on ne pourrait pas faire vraiment de recherche accompagnée, en tout cas, parce que leurs moyens sont de plus en plus réduits. Et il y a d'autres partenariats, évidemment. On n'a pas parlé des partenariats ou des projets que rien. On n'a pas parlé de plein d'autres projets qui existent. On n'a pas parlé de Campus France. Enfin, il y a il y a des soutiens. On en parle je parle oralement. Je parle dans le livre blanc, on en parle, mais je dis qu'on n'a pas mentionné ici à l'oral.
Pour revenir sur la question de Madame sur les humifres, oui, je suis d'accord sur l'idée que on doit pouvoir, bien sûr, mener son enquête de manière autonome, sans être chapeauté. Vous l'avez dit vous-même, on doit à un moment donné être soutenu en cas de problème, et surtout, je dirais, nos étudiantes et étudiants. Parce que moi, j'ai beaucoup de scrupules à envoyer des étudiants et des étudiantes qui me disent oui, j'aimerais travailler sur telle et telle question, dont je vois qu'elle peut comporter une forme de dangerosité pour la personne, en tout cas, dangerosité physique même. Sans que y ait, alors que la personne, l'étudiant est française, voilà, qu'il y ait un soutien institutionnel en cas de pépin, et c'est la responsabilité de l'université. Donc, d'une certaine manière, effectivement, il ne faut pas que tout se passe là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais qu'il y ait quand même, voilà, une possibilité de se sentir appuyé par l'institution, parce que très vite, on peut se sentir seul, et dans des situations où, face à des régimes autoritaires où justement les lignes rouges bougent tout le temps, et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on les touche et quand est-ce qu'on ne les touche pas, enfin on le sait trop tard en général, ça peut vraiment être assez fatal, et notamment pour les jeunes qui commencent des études. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Eh bien, écoutez, on va clore cette session en vous remerciant chaleureusement, c'est le mot,